Bonjour à toutes et à toutes. Je suis très heureuse et très honorée d'ouvrir cette nouvelle série de webinaires consacrés au solaire. C'est notre deuxième cycle, le premier cycle ayant connu un grand succès. Nous avons pensé que c'était intéressant de revenir sur un certain nombre de sujets déjà traités ou d'en aborder d'autres. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui à propos de tout ce qui concerne le solaire en toiture, que ce soit les toitures directes ou que ce soit les ombrières. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christian Giudicelli qui présentera plus longuement son entreprise. C'est le fondateur et le dirigeant de la société Voltaïca qui est spécialisée donc dans le solaire en toiture, et il nous expliquera un peu ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Je pense que cette série de webinaires sur le solaire a une importance considérable dans la mesure où je pense que notre pays a enfin pris la mesure de l'importance que représentait pour lui le développement des énergies renouvelables et en particulier de l'énergie solaire pour parer l'insuffisance d'électricité à laquelle nous sommes confrontés. Et ces sujets sont bien entendu d'actualité, d'une actualité d'autant plus chaude que un des premiers projets de loi que le nouvel gouvernement serait prêt à déposer concerne précisément l'accélération des procédures en matière d'énergie renouvelable, ce qui fait que ce que je vais vous dire aujourd'hui est vrai aujourd'hui, mais ne sera peut-être plus vrai demain ou après-demain, d'autant plus que l'Union européenne a pris hier un certain nombre de nouvelles initiatives dans le cadre de REPower EU et au niveau également du Parlement européen par les votes qu'il y a eu hier pour monter considérablement l'objectif d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique qui passerait pour 2030 de 30 à 40%. Je rappelle que nous sommes modestement autour de 21% ou quelque chose comme ça. Voilà, donc l'importance de ce sujet de développer massivement le solaire. Mon propos, que je partagerai avec ma consoeur Ariel Guillaumeau, qui est très spécialisée au sein de notre cabinet sur ces questions-là, portera sur l'approche juridique. J'essaierai de ne pas être trop ennuyeuse dans mon propos. Et ensuite, nous entendrons M. Giudicelli sur les aspects plus pratiques que rencontre une entreprise et comment les choses se passent. Alors, mon propos sera orienté autour de 3 points. Les autorisations administratives, ce sera mon premier point. Les aspects économico-fiscaux, ce sera mon deuxième point. Et les aspects de droit privé qui sera traité par ma consoeur Ariel Guillaume. Alors, sur le plan des autorisations administratives, elles sont à 3 niveaux: le droit de l'urbanisme, le droit de l'environnement, le droit de l'énergie. Je serai plus longue sur le droit de l'urbanisme que sur le reste parce que c'est là où se pose le plus de problèmes. Alors, en ce qui concerne les dispositions générales, pour le droit de l'urbanisme, les installations photovoltaïques réalisées sur un bâtiment existant, alors nous parlons bien uniquement du toit et des ombrières, je ne parle pas du solaire au sol, qui fera l'objet d'un autre webinaire. Donc, nous nous concentrons sur la question du solaire en toiture. Donc, c'est soumis à déclaration préalable dès lors que les travaux modifient l'aspect des bâtiments. Donc, déclaration préalable, c'est quand même beaucoup plus souple qu'un permis de construire et beaucoup plus rapide, puisque s'il n'y a pas d'opposition, c'est bon. Et pour les installations photovoltaïques intégrées dans un projet de bâtiment à construire, c'est-à-dire non existant préalablement, c'est la demande de permis de construire relative au bâtiment qui portera sur l'installation photovoltaïque en cours, donc il n'y aura pas besoin d'autorisation supplémentaire. Dans les deux cas, c'est le maire qui est compétent, voir les articles L422-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Alors, quelques précisions sur un sujet qui est redondant, qui arrive très souvent, qui est la question de l'installation dans des zones agricoles. Est-ce qu'un bâtiment photovoltaïque, des toitures photovoltaïques, qui sont donc des constructions,
peuvent être autorisées dans des zones agricoles qui sont des zones où ne peuvent être autorisées que des constructions à usage agricole. C'est un sujet que l'on rencontre très souvent. Alors, le Conseil d'État a jugé dans un arrêt très important qui est du 12 juillet 2019 que s'agissant des toitures de serres agricoles, dès lors que la destination agricole des constructions n'est pas remise en cause, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de serres qui servent à de la production agricole et non pas de serres dans lesquelles il n'y a rien du tout, la construction de panneaux solaires sur la toiture est nécessaire à l'exploitation agricole et par conséquent, elle est parfaitement légale dans une zone du PLU qui sera classée zone naturelle ou zone agricole. Voilà. Donc ça, c'est très important. S'ajoute à cela le fait que si la constructibilité dans les zones agricoles est très encadrée, voire les dispositions des articles L151-11 et suivants et R151-22 et suivants du Code de l'urbanisme, il y a néanmoins des dérogations, et notamment celle qui est introduite par la loi du 23 novembre 2018, dite loi Elan, qui permet de déroger donc, pour les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de produits agricoles, voire article L151-11, ce qui nous réintroduit nos serres, ce qui nous réintroduit nos possibilités de toiture solaire sur des serres agricoles. De même, nous avons aujourd'hui beaucoup de développement de l'agrivoltaïsme qui, alors on est à la limite, on est plus dans du solaire au sol que du solaire en toiture, mais enfin, on est vraiment entre les deux. Les cours administratifs d'appel avaient déjà reconnu le lien évident entre agriculture et construction de serres équipées de panneaux photovoltaïques en toiture en zone ANC d'imposte, voire par exemple un arrêt de la Cour administrative de Nantes du 25 octobre 2013 ou de la Cour administrative de Marseille du 7 décembre 2011. Voilà. Donc, les dérogations à l'inconstructibilité en zone agricole sur les toitures solaires sont tout à fait possibles, et on peut également évoquer le critère de construction et installation nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, qui est une autre base de dérogation. Le Conseil d'État définit cette notion comme toute installation assurant un service d'intérêt général correspondant à un besoin collectif de la population, voire Conseil d'État 18 octobre 2006, et ce critère peut recouvrir celui de ferme solaire. Enfin, la Cour d'appel de Bordeaux, par exemple, a reconnu la légalité de l'installation de panneaux solaires sur une passerelle destinée à la culture de géranium, car elle permet la rentabilité de l'exploitation agricole nécessaire à cette installation. La Cour d'appel de Bordeaux du 4 octobre 2012. Voilà, donc, premier point, comment ça se passe dans les zones agricoles. Deuxième point, le caractère obligatoire des toitures et ombrières solaires ou végétalisées sur les bâtiments neufs en application de la loi du 8 novembre 2019. Là, on n'est plus dans ce qui est possible, mais dans ce qu'on doit faire. La loi du 8 novembre 2019, modifiée par la loi Climat Résilience du 22 août 2021, a créé un nouvel article L111-18-1 du Code de l'urbanisme qui va être transféré à l'article L171-4 du Code de la construction et de l'habitation, mais dit exactement la même chose, c'est-à-dire que depuis le 9 novembre 2019, les constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale, les locaux à usage industriel ou artisanal, entrepôts, hangars non ouverts au public, de plus de 1000 m² d'emprise au sol ne peuvent être autorisés que s'ils intègrent un procédé de production d'énergie renouvelable en toiture du bâtiment, qu'il s'agisse de toiture solaire ou d'ombrières. Et à partir du 1er juillet 2023, ce ne sera plus les constructions de 1000 m², mais les constructions de 500 m². Donc, on passe dans le caractère obligatoire du système. J'en aurais terminé avec ce volet urbanisme que je survole, avec la question des sites classés et protégés, qui pose quand même beaucoup de problèmes, dans la mesure où l'architecte des bâtiments de France peut encore bloquer un projet si
la construction est dans le rayon de 500 mètres d'un bâtiment inscrit ou classé. En revanche, dans les zones ZPPAU, secteur sauvegardé, etc., même s'il y a des règles relatives à l'aspect extérieur des constructions dans les PLU et les POS et les règlements, le permis de construire ne peut s'opposer à l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, y compris installés sur des aubrières de stationnement. Seules peuvent être émises des prescriptions de nature à assurer une bonne intégration, voir les dispositions des articles L111-16 et L111-25 du Code de l'urbanisme. Voilà donc très rapidement abordé la question urbanistique. Deuxième point, le droit de l'environnement. Quelles sont les autorisations à demander en matière d'environnement? Alors, j'irai beaucoup plus vite. L'étude d'impact environnemental n'est nécessaire que si les installations sur serre et ombrière sont d'une puissance égale ou supérieure à 250 kW de crête. Et depuis la réforme relative à l'autorisation environnementale, je le rappelle, l'autorisation environnementale unique vaut pour toutes les autorisations et donc ce sera l'autorisation qui vaudra pour tout, quelles que soient les contraintes de cette construction. Donc voilà, Code de l'environnement, je dirais que ça va assez vite. Code de l'énergie, ça va assez vite aussi. Tout dépend de la puissance de crête. Depuis le décret du 27 mai 2016, seules les installations photovoltaïques supérieures à 50 MW sont soumises à une autorisation d'exploiter. Et cette autorisation est donnée par l'autorisation environnementale si celle-ci est nécessaire, ce qui renvoie à la case précédente. Les installations inférieures à 250 kW crête font simplement l'objet d'un contrôle de conformité électrique par l'organisme consuel avant sa mise en service. Voilà les autorisations à obtenir. Donc vous voyez, en réalité, sauf pour les grosses installations, il n'y a que l'urbanisme qui s'applique. Sur les conditions économiques et fiscales, j'irai assez vite, même si c'est un sujet très important pour assurer la rentabilité des opérations, bien sûr. Alors, le tarif d'achat, s'agissant des installations sur bâtiment, il faut déterminer s'il s'agit d'une intégration au bâti ou de l'intégration simplifiée au bâti, puis déterminer l'usage principal de l'installation, résidentielle, enseignement ou santé, autres bâtiments, tout type d'installation. Les conditions d'achat d'électricité produite par des installations implantées sur des bâtiments utilisant l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance de crête installée inférieure ou égale à 100 kW ont été modifiées par l'arrêté du 11 mars 2021 qui fixe de nouvelles conditions d'achat. Les conditions propres au bénéfice du tarif d'achat et des primes sont les suivantes. Alors, je rentrerai peut-être pas dans les détails, vous les trouverez aisément. Et enfin, les coefficients de dégressivité ont été modifiés par un arrêté du 23 octobre 2020. S'agissant des appels d'offres, ce sont les articles L311-10 et suivants du Code de l'énergie qui régissent les appels d'offres, étant précisé que le dispositif de soutien aux installations photovoltaïques de puissance supérieure à 100 kV de crête repose sur ces appels d'offres. L'arrêté du 21 mai 2016 modifie l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques d'incendie et d'accidents au sein des installations classées. Et l'arrêté du 6 octobre 2021 fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur ces bâtiments. S'agissant des cotisations foncières des entreprises, elles ne sont pas dues pour les exploitations agricoles, sauf pour les activités présentant un caractère industriel et commercial. L'administration fiscale considère que l'activité de production et de vente d'électricité est une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du CGI et est donc imposable à la CFE, mais la base d'imposition ne comprend pas la valeur locative des panneaux photovoltaïques. Elle n'intègre que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur lesquels les panneaux sont installés. En revanche, si les panneaux sont exploités par une personne différente de l'agriculteur, le producteur d'électricité qui dispose des panneaux mais pas du bâtiment n'est redevable que d'une CFE minimum. Voilà, j'en ai terminé et je passe donc la parole sans plus tarder à ma consoeur Arielle Guillaumeau pour présenter très rapidement les contrats privés. Merci Madame. Oui, c'est un point qui est très important puisque une fois qu'on a obtenu toutes ces autorisations qui ont été décrites par Madame Lepage,
la vie entière de l'installation va être régie par les contrats entre l'exploitant, enfin l'installateur photovoltaïque et le propriétaire de la toiture ou le propriétaire du terrain. Donc, c'est important de bien cerner cette problématique et de bien réfléchir en amont sur le type de contrat et la rédaction de ce contrat pour être sûr que tout au long de la vie de l'exploitation, cette exploitation sera correctement encadrée en cas de problème. Ou même sans problème, c'est toujours important. Le type de contrat qu'on peut utiliser, il est différent selon la personne qui est propriétaire de l'installation, c'est-à-dire que du bâtiment qui accueille la toiture ou du terrain. Si le terrain qui accueille les ombrières ou le bâtiment sur le toit duquel va être installée l'installation appartient à une personne privée ou alors appartient au domaine privé d'une personne publique, dans ce cas-là, on a plusieurs types de contrats qui peuvent être envisagés. Donc là, l'idée, c'est pas de vous les présenter en détail. On n'a bien évidemment pas le temps aujourd'hui et ce serait un petit peu assommant, mais juste de vous présenter un petit peu les grandes lignes et les gros avantages et inconvénients, les grosses caractéristiques. Bien évidemment, chaque type de contrat doit s'adapter à chaque projet. Il n'est pas possible de vous dire, voilà, pour tel projet, c'est impérativement tel type de contrat qui doit s'appliquer, pas du tout, mais l'objet, c'est que vous ayez un petit peu en tête quel type de contrat pour quel type de projet. Donc, pour les toitures privées ou les terrains privés qui accueillent des ombrières, on a d'abord les types de contrats qui confèrent aux preneurs du bail des droits, ce qu'on appelle des droits personnels. Donc, ce sera le bail civil ou, dans une moindre mesure, le bail commercial. Donc, le bail civil, c'est un contrat qui est prévu dans le Code civil à l'article 1713. Il permet une très grande liberté contractuelle. La quasi-totalité des clauses peuvent être définies entre les deux co-contractants. Donc, c'est pour ça que c'est un contrat qui est très aimé des avocats, puisqu'ils ont une totale liberté et ils peuvent voilà, définir vraiment, c'est vraiment du sur-mesure. C'est vraiment du sur-mesure, mais ça veut dire que ça implique une extrême rigueur dans la rédaction des clauses, puisque tout ce qui ne sera pas dans le contrat ne sera pas dans le contrat et il n'y a pas de régime légal qui va imposer des obligations à l'un ou l'autre des parties, à l'une ou l'autre des parties. Donc ça veut dire qu'il faut bien penser, par exemple, à définir les travaux qui seront à réaliser, les obligations d'entretien, les responsabilités en cas de dommage, la durée, bien évidemment, du bail, les conditions de résiliation, les conditions de renouvellement. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut bien évidemment anticiper. Et donc c'est un contrat qui peut être conclu, mais pour lequel il est vraiment recommandé de se faire accompagner parce que la liberté est tellement grande que ça implique une extrême rigueur dans la rédaction de ces clauses. L'inconvénient de ce contrat, c'est qu'il ne confère pas à son titulaire ce qu'on appelle un droit réel. Donc, il confère un droit personnel, à l'inverse. C'est-à-dire que le co-contractant, donc la personne qui installe sur le toit ou sur le terrain une ombrière ou une installation photovoltaïque, ne dispose pas de la maîtrise foncière de ce toit ou de ce terrain. Ça peut poser un problème en matière de financement, puisque les banques demandent parfois une hypothèque sur le toit ou sur le terrain pour garantir le financement du projet. Or, avec ce type de bail, ce n'est pas possible. C'est la même chose avec le bail commercial. Donc, le bail commercial, ça peut être voilà, c'est un contrat qui est choisi à la marge dans ce type de situation, contrat privé, mais les parties, même si l'exploitation d'une toiture par une installation photovoltaïque ne s'assimile pas à l'exploitation d'un local commercial, les parties peuvent choisir d'elles-mêmes de choisir ce type de contrat et de se soumettre aux dispositions légales du bail commercial. Ça peut être intéressant parce que typiquement là, il y a des dispositions légales, notamment sur la durée du contrat, qui est de minimum 9 ans, donc c'est intéressant pour le preneur, et concernant également le droit au renouvellement. Donc les parties peuvent choisir d'utiliser ce type de contrat, le bail commercial, mais là encore, le bail commercial ne va conférer qu'un droit personnel, il n'y aura pas de maîtrise foncière, et donc ça peut poser problème pour le financement. Vous avez la possibilité de choisir d'autres types de contrats qui vont, eux, conférer des droits réels. Le premier d'entre eux et le plus connu, si je puis dire, c'est le bail amphithéotique.
C'est un contrat qui est prévu aux articles L 451-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, et qui a deux caractéristiques principales. Sa première caractéristique, c'est, comme je l'ai dit, qu'il confère un droit réel sur la toiture ou sur le terrain avec les ombrières. Pourquoi c'est intéressant? Je viens de l'expliquer, parce que si vous avez la maîtrise foncière, vous pouvez hypothéquer ce bien. Vous avez vraiment une liberté totale d'affectation avec le bail emphytéotique qui vous permet voilà, d'obtenir des financements plus facilement, mais également d'avoir une plus grande liberté de jouissance sur la toiture ou sur le terrain. Le bailleur, pardon, peut très difficilement encadrer ce que fait le bailleur sur la toiture ou sur le terrain. Il y a vraiment une grande liberté du bailleur dans ce contrat. Et l'autre caractéristique qui est voilà, très importante dans ce contrat, c'est la durée qui est très longue, puisque c'est forcément plus de 18 ans et moins de 90 heures. Donc, minimum 18 ans pour la durée du bail emphytéotique, c'est très long et c'est très sécurisant du coup pour le preneur. Donc c'est pour ça que c'est un contrat qui est souvent voilà, recommandé ou en tout cas choisi par les porteurs de projets. Je l'ai dit, en revanche, le bailleur ne peut pas imposer de contraintes au preneur. Donc, dans la réalisation de l'installation photovoltaïque, dans la réalisation d'une nouvelle installation, etc., toutes ces choses-là, c'est très difficile de les encadrer. En revanche, le preneur, il a quand même une obligation générale de conservation et d'entretien du bien loué. Ça, c'est une obligation qui est légale. En contrepartie, bien sûr, le bailleur reçoit une somme d'argent. Et voilà, c'était les choses à peu près que je voulais vous dire. La résiliation de ce type de contrat est également très difficile, enfin très difficile en tout cas dans les 18 premières années. Je vous ai parlé d'une durée minimale de 18 années. Pendant ces 18 premières années, la résiliation est extrêmement difficile à obtenir. Elle se fait dans des conditions voilà, un peu particulières. Donc là encore, c'est très sécurisant ou contraignant selon la façon dont on veut voir les choses. Il y a un autre type de contrat quand on est sur un domaine privé qui peut être envisagé, c'est le bail à construction. Le bail à construction, il est prévu par les articles L251-1 du Code de la construction et de l'habitation. C'est un bail qui a à peu près le même régime, en tout cas qui a un régime assez proche du bail emphytéotique, puisque là encore, il va conférer un droit réel sur le fonds. Mais ce bail diffère, puisque là, il y a une véritable obligation pour le preneur du bail de construire sur la parcelle qui est louée, donc sur le toit ou sur le parking. Pour moi, sur une toiture, un bail à construction, c'est presque... Ça ne se justifie pas forcément, puisque il faut vraiment qu'il y ait une véritable construction. La simple pose de panneaux sur une toiture, je ne suis pas certaine que ça rentre dans la définition de la construction. En revanche, pourquoi pas pour des ombrières sur un parking, puisque là, on peut considérer que avec les poteaux, les auvents et les panneaux photovoltaïques, ça peut être intéressant. Le bail à construction, ça permet aussi aux bailleurs de contrôler plus facilement la destination du terrain. Donc, il y a un plus grand contrôle par rapport au bail emphytéotique. Il peut, par exemple, imposer au preneur des restrictions à son activité et, par exemple, lui soumettre toute nouvelle construction à son autorisation. Alors que dans le bail emphytéotique, une fois que le bail a été conclu, il y a vraiment une très grande liberté. Un dernier contrat qui peut être intéressant sur le domaine privé, c'est le prêt à usage ou ce qu'on appelle le commodat. Alors, c'est un contrat qui est un petit peu particulier puisque, en fait, c'est tout simplement un prêt. Pour faire extrêmement simple, c'est un prêt. Vous pouvez prêter votre toiture ou prêter votre terrain à l'installateur de panneaux photovoltaïques. La difficulté, c'est que ce prêt doit être gratuit. Donc, vous ne pouvez opter pour ce type de contrat que si vous êtes d'accord avec le fait que vous allez prêter gratuitement et que donc, si vous voulez, l'équilibre économique de votre opération ne repose pas sur la somme que va vous verser l'installateur photovoltaïque pour l'occupation de votre toit ou votre terrain. Donc, ça se rencontre dans certains types de situations, mais pour les toitures et ombrières, c'est un petit peu plus rare. Néanmoins, je vous
donne quand même cette possibilité puisqu'elle est intéressante. Il y a là encore une très grande liberté dans la rédaction des clauses et donc ça peut être intéressant. Je passe rapidement sur les contrats qui peuvent être faits pour les bâtiments et les terrains qui appartiennent au domaine public ou privé d'une personne publique. Donc là, vous avez deux grands types de contrats qui peuvent être envisagés. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle le bail emphytéotique administratif. Donc c'est un contrat qui est prévu aux articles 1311-2 du Code général des collectivités territoriales. C'est un contrat qui peut être prévu uniquement lorsque l'opération a un objectif d'intérêt général ou qu'il répond à une mission de service public. Alors, ça tombe bien, les opérations d'énergie renouvelable, ça rentre dans cette définition, donc ça, c'est OK. Ils peuvent être conclus sur l'intégralité du domaine public ou privé d'une personne publique. En revanche, sont exclues les dépendances du domaine public routier. Donc, ça peut être intéressant, enfin, c'est bien de le savoir parce que notamment les ombrières de parking peuvent parfois se trouver sur le domaine public routier. Et donc, dans ce cas-là, la conclusion d'un bail emphytéotique administratif n'est pas possible. Là encore, ce bail va conférer un droit réel qui est susceptible d'hypothèque. Donc, pour le financement du projet, ça peut être intéressant auprès des banques. Mais il faut faire attention puisque la conclusion d'un tel contrat peut imposer une procédure de mise en concurrence prévue par le Code général des propriétés publiques. Donc, c'est vraiment, ça peut être assez contraignant parce qu'il peut y avoir toute une procédure de marché public, etc. C'est vraiment très important d'avoir ça en tête quand de manière générale, quand on construit un projet avec des personnes publiques, toute la procédure de marché public, il faut bien l'avoir en tête. Elle peut s'appliquer et elle peut être relativement contraignante. Et enfin, j'en termine avec ce deuxième contrat qu'on peut utiliser lorsqu'on va contracter avec une personne publique, c'est ce qu'on appelle l'AOT, l'autorisation d'occupation temporaire, qui peut être constitutive de droit réel. Maintenant, j'espère que vous savez ce que c'est un droit réel. Le droit réel, c'est ce qui vont faire la maîtrise foncière sur le terrain ou la toiture. Il est prévu, enfin, ce contrat est prévu par l'article L1311, 5 du Code général des collectivités territoriales. Et pareil, il est possible de conclure un tel contrat pour des opérations d'intérêt général qui relèvent de la compétence de la collectivité. Donc, les énergies renouvelables, en général, c'est possible. Et ce qui est intéressant avec l'AOT, c'est que son champ d'application est plus large puisque l'ensemble du domaine public et privé des communes, l'ensemble du domaine des personnes publiques peuvent conclure des AOT. Donc ça veut dire que contrairement au bail emphytéotique administratif où c'est seulement les collectivités territoriales qui peuvent conclure des bails emphytéotiques administratifs, l'AOT peut être conclue par tout type de personnes publiques. En revanche, sur le champ d'application de l'AOT, c'est un petit peu différent puisque seul le domaine public artificiel est concerné. Le domaine public artificiel est concerné, donc y compris le domaine public routier, mais ça exclut le domaine public naturel et ça exclut le domaine privé des collectivités. Donc ça peut être aussi un critère de choix, l'emplacement du projet pour conclure le type de contrat. La durée maximale d'une AOT est de 70 ans. Donc voilà, vous avez tout le loisir de faire un contrat assez long. Et voilà, je l'ai rappelé, c'est un contrat qui permet au titulaire de posséder un droit réel sur tout ce qui est les ouvrages, les constructions qui vont être construites sur le lieu choisi. Voilà pour un petit tour des contrats qui peuvent être conclus en fonction de la caractéristique plutôt privée ou plutôt publique du projet envisagé. Merci Ariel. Monsieur Gulichelli, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Merci Madame Lepage de m'avoir invité. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran et ma présentation? Oui. Oui. Je suis Christian Gulichelli, fondateur et dirigeant de la société Voltaïca. Nous sommes basés en Corse, à Bastia, et nous travaillons sur l'ensemble du territoire français, de l'extrême nord à l'extrême sud. J'ai opté pour une présentation qui va
reprendre, parcourir l'ensemble des différents sujets auxquels nous sommes confrontés dans le cadre d'un développement de projets, sachant que le métier de Voltaïka est de développer des centrales photovoltaïques en toiture essentiellement, sur des grandes toitures à partir de 600 mètres carrés jusqu'à plusieurs milliers de mètres carrés. Et nous travaillons en ce que nous appelons en tiers investissement, c'est-à-dire que nous ne sommes pas constructeurs de centrales photovoltaïques pour un propriétaire qui souhaiterait lui-même investir. Néanmoins, dans le raisonnement, si c'est cette partie-là qui vous intéressait, il suffit de vous imaginer tiers investisseur. Vous seriez en même temps hébergeur et tiers investisseur, ce qui reviendrait au même. Donc, mon propos ira aussi dans le sens des questions que vous pourriez vous poser. C'est un parcours très général que nous allons faire. Et bien sûr, si vous aviez des questions à la fin, c'est là que nous pourrions rentrer dans les détails. J'ai choisi encore une fois de ne pas rentrer dans les détails ici à ce stade de la présentation. Je vais traiter de sujets de façon beaucoup plus superficielle que de la manière dont ils ont été traités jusque-là, les aspects réglementaires, urbanistiques, mais c'est uniquement pour rappeler le tempo et la chronologie du développement. Donc, il y aura 3 parties dans cette présentation, les différentes pistes de développement, le contexte réglementaire en France et les menaces et opportunités qui nous font face dans le développement des énergies renouvelables et des toitures photovoltaïques en particulier. Si l'on traite des toitures existantes, il me semblait intéressant d'attirer votre attention sur le fait que alors il y a plusieurs chiffres qui s'offrent à nous, puisque bien évidemment, ce sont des estimations. Enfin, si je prends un exemple qui est cité sur le site de reporter.net, il existerait en France plus de 30 000 km², ce qui correspond à 30 milliards de mètres carrés de surface couverte d'infrastructures. Donc, ceci est très théorique, bien évidemment, puisqu'il faudrait tenir compte des zones qui sont inexploitables du fait d'ombrage ou du fait de contraintes urbanistiques avec les bâtiments de France, entre autres. Enfin, de façon très théorique, c'est intéressant, vous allez voir où je veux en venir, intéressant de voir que ça représente 600 gigawatts crête de panneaux solaires avec la technologie actuelle. Donc, si on tient compte, en plus de ça, d'une amélioration de la technologie qui tend à augmenter la densité énergétique des panneaux, densité énergétique, une puissance divisée par une surface. Donc, on peut imaginer que les années à venir, ça représentera une puissance encore supérieure. Et à titre de comparaison, la programmation pluriannuelle de l'énergie, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, cible 40 gigawatts crête installés en 2028. Nous sommes à peu près à 12 gigawatts crête aujourd'hui, si mes informations ne sont pas vieillottes. Certains pays européens incitent d'autres pays européens, y compris la France, à accélérer ces développements et à avoir des ambitions encore plus grandes. Et on parle dans certains communiqués d'un rythme de développement qui irait jusqu'à 20 gigawatts crête par an, ce qui est énorme si on compare au stade où on en est aujourd'hui, et surtout à ces 12 gigawatts crête uniques qui sont installés aujourd'hui, sachant que ça comprend les centrales au sol et en toiture. Donc, si je fais une comparaison avec la PPE, ça conduirait à environ 130 gigawatts crête installés d'ici 2028, quand, je vous le rappelle, nous étions nous sommes à 40 gigawatts crête d'objectifs aujourd'hui. Donc, ce serait une très grosse ambition, ça irait, quoi qu'il en soit, dans le bon sens. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que l'ensemble de ces toitures présentes en France, de ces couvertures présentes en France, permettrait à elles seules de couvrir 5 fois cet objectif de 130 gigawatts crête. Donc, ça donne une marge de manœuvre
Si l'on prend une autre voie de comparaison et que l'on regarde ce que ça pourrait représenter en termes de consommation, si je me base sur le site d'EDF, vous voyez ce graphique-là qui montre que depuis une vingtaine d'années, la consommation d'électricité en France tourne aux alentours de 440-473 térawattheures, hein, donc 1000 gigawattheures. Donc 473 000 gigawattheures. Donc si je fais un exercice, pas très théorique, mais c'est pour avoir une notion de ce dont on parle. Si je prends une hypothèse d'un productible moyen de 1000 kWh par kilowatts-crête, attention, je parle d'un productible moyen parce que je tiens compte des productibles au nord de la France, au sud de la France et quelles que soient les orientations des toitures. Donc, peut-être qu'on pourrait calculer plus. Là, c'est une moyenne qui se veut conservative. En tout cas, ça représente, il suffirait de couvrir 79% de la surface existante pour couvrir le besoin en électricité à hauteur de 100%. Je le répète encore une fois de façon prudente, il s'agit bien évidemment d'une théorie, mais ça donne, me semble-t-il, une bonne notion. Bien évidemment, dans le cas de 100% d'énergie solaire, puisque l'énergie solaire comme l'éolien sont des énergies intermittentes, cela nécessiterait de développer des solutions de stockage. Ça se fait de plus en plus et à moyen terme, on peut imaginer que cette question sera traitée. C'est souvent un contre-argument qui nous est opposé lorsque l'on parle d'une volonté de développer au maximum les énergies renouvelables. Le solaire en particulier, c'est son intermittence. Oui, mais des solutions de stockage existent. La seule contrainte, me semble-t-il, serait une contrainte économique. Il faut faire rentrer les CAPEX, donc les investissements qui sont faits dans ce cadre-là, dans le business plan et faire en sorte que ça tourne. C'est la tendance que l'ensemble de ces choses prend. Il y a ensuite un sujet plus écologique du recyclage des batteries. En effet, c'est un sujet qu'il faut traiter et là encore, la tendance va à l'amélioration. Par ailleurs, il est important de noter que la consommation, si elle est plutôt stable depuis ces 20 dernières années, on peut raisonnablement prévoir une augmentation puisque, en particulier, toute la flotte des véhicules thermiques, à moteur thermique va passer à l'électrique, ce qui, bien évidemment, va nous confronter à un besoin en production d'électricité encore plus conséquent. Donc, si on veut aller dans le sens, très d'actualité, de la souveraineté énergétique, il faut que l'on avance et qu'on accélère les développements. La France a fait le choix aujourd'hui d'un mix ENR plus nucléaire. On attend maintenant l'orientation stratégique que notre nouveau gouvernement va nous annoncer avec, tout le monde l'aura bien noté, une première ministre qui est en charge directement des questions énergétiques. Dans le cadre de ces développements et des opportunités qui s'offrent à nous, il n'y a pas que les toitures existantes, il y a les toitures à construire. Et je voulais souligner le fait que le monde agricole offre pour le développement du solaire un gros potentiel. Les agriculteurs ont besoin de grands bâtiments qui font souvent plus de 1000 mètres carrés et parfois plusieurs milliers de mètres carrés, ont besoin de bâtiments de stockage. Ils ont besoin par ailleurs, pour certains d'entre eux, de serres. Nous en parlions tout à l'heure avec Madame Lepage, c'est du développement et c'est un potentiel, ce sont des surfaces potentielles qui s'offrent à nous. Un des métiers et une des offres de Voltaïka, mais nous ne sommes pas les seuls à faire cette proposition, c'est d'offrir aux agriculteurs la possibilité de participer nous-mêmes
au coût de construction, tout ou partie du coût de construction de leur bâtiment. En fait, cela dépend bien évidemment de la rentabilité et donc directement du productible et donc de la situation géographique du lieu. Cette possibilité, et là je fais un petit lien avec les présentations précédentes et sur la possibilité de construire sur un terrain agricole, bien évidemment, sans m'aventurer sur une spécialité qui n'est pas la mienne, mais bien évidemment, un terrain agricole est par définition inconstructible. Pour pouvoir construire dessus, il faut une dérogation. La dérogation est obtenue avec un agriculteur qui saurait justifier de son besoin pour son exploitation. C'est là-dessus que nous nous basons, nous développeurs, pour pouvoir construire ces bâtiments et ainsi, en contrepartie, bénéficier de la superficie de la toiture et le propriétaire, l'agriculteur en l'occurrence, en contrepartie de ça, nous héberge sur des durées de baux qui vont entre 30 et 50 ans et nous exploitons ainsi la toiture et revendons l'électricité généralement à EDF, mais on verra ensuite qu'il y a d'autres formats qui peuvent s'offrir à nous. Enfin, les ombrières photovoltaïques qui sont là aussi une vraie opportunité pour le développement des énergies renouvelables. Je le rappelle, le photovoltaïque qui est une technologie géniale du fait de sa simplicité, mais consomme beaucoup de surface. Nous sommes donc à la recherche permanente de surface et les toitures sont une des pistes et le fait de pouvoir couvrir des parkings avec des ombrières est un procédé gagnant-gagnant entre le propriétaire du parking, qui est souvent un établissement qui reçoit du public, qui permet donc d'offrir à sa clientèle de pouvoir abriter son véhicule soit du soleil, soit des intempéries, et en contrepartie, encore, nous avons, nous, tiers investisseurs, la possibilité une opportunité supplémentaire de construire une nouvelle centrale. Si le propriétaire du parking souhaite faire l'investissement lui-même, il a bien évidemment la possibilité de le faire. Les autorisations d'urbanisme, donc je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça a été bien mieux expliqué que moi. Donc pour rappel, une toiture photovoltaïque, donc en effet sur des puissances bien précises, il suffit d'une déclaration préalable lorsque la toiture est existante. Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment à construire avec une toiture photovoltaïque, bien évidemment là, il faut un permis de construire. Et enfin, nous avons l'obligation d'afficher le permis de construire sur le site et en mairie. En termes de raccordement au réseau public, lorsque c'est le choix qui est fait, on parlera tout à l'heure très rapidement de l'autoconsommation, il y a une demande d'autorisation de raccordement au réseau qui est faite au gestionnaire de réseau. Dans la grande majorité de la France continentale, c'est Enedis qui s'en charge. Dans ce qu'on appelle les ZNI, zones non interconnectées, dont la Corse fait partie et les DOM-TOM, c'est EDF et RDSEI basé à Rennes qui s'en occupent. Cette demande de PTF, de proposition technique et financière qui est faite au gestionnaire du réseau, une fois considérée comme complète, donne une date dite T0, date à laquelle le tarif de rachat, si nous nous inscrivons dans l'obtention du tarif au guichet, inférieur à 500 kW crête pour la zone interconnectée, eh bien, à la date de T0, on fige le tarif au guichet. Enfin, ce tarif au guichet, donc il y a varie chaque trimestre et nous avons, pour tenir compte de l'inflation, enfin du contexte particulier d'aujourd'hui où nous avons en même temps, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, une hausse des taux bancaires qui complique la rentabilité, qui vient dégrader la rentabilité des investissements et de l'autre côté, une inflation sur tout. Le gouvernement a eu la grande sagesse de
proposer un gel sous l'incitation des syndicats comme Enerplan, de proposer un gel des tarifs. Tout ça doit être confirmé prochainement. On attend ça avec impatience. Aujourd'hui, pour vous donner juste un exemple, pour une centrale entre 100 et 500 kW-crête, le tarif de rachat d'électricité est de 10,03 centimes d'euros par kilowattheure. Enfin, il y a la possibilité de répondre à des appels d'offres pour des centrales en toiture supérieures à 500 kW-crête. C'est la Commission de régulation de l'énergie qui organise ces appels d'offres. Il y en a plusieurs au cours de l'année. Enfin, les corporate PPA, qui sont une façon de se défaire du tarif réglementé. Donc, on rentre là dans une véritable économie. Hein, ce n'est plus aidé par l'État. Un corporate PPA, et donc PPA pour Power Purchase Agreement, donc un contrat d'achat d'électricité entre une entreprise qui serait une grosse consommatrice d'électricité et le producteur que nous sommes. Et ce contrat est négocié du gré à gré. Vous avez sur cette slide un schéma qui vous donne une idée globale de comment cela s'articule. Ce n'est pas possible dans les DOM-TOM et en Corse pour le moment. Enfin, l'autoconsommation. Alors l'autoconsommation, comme son nom l'indique, c'est le fait que l'hébergeur consomme lui-même l'énergie produite. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Donc le schéma est intéressant là parce qu'il vous montre de quoi il s'agit et quel est le sujet. Eh bien, comme on le disait, la production est intermittente. Donc on voit entre le matin, la ligne jaune-orange, on voit que entre le matin, le midi et le soir, l'énergie injectée n'est pas la même. Et on voit la consommation de l'entreprise en question au fil de la journée. Et donc, il y a une partie qui est couverte, une partie du besoin qui est couverte, une partie du besoin qui n'est pas couverte, où là, il va falloir y pallier soit grâce à des batteries, soit grâce au réseau, en continuant à ce moment-là à tirer sur le réseau. Et puis, il y a toute la partie qui est produite, mais qui n'est pas directement consommée, où là, le choix qui s'offre à nous, c'est soit une réinjection sur le réseau, donc une revente sur le réseau, soit un stockage en batterie ou autre technique. Et la proposition, donc encore une fois, là je me place en tant que tiers investisseur, la proposition qui peut être faite à l'hébergeur, c'est soit OK, il consomme tout ce qu'on lui produit, soit on fait un mix entre la consommation et la revente, et soit tout simplement la contrepartie, au lieu de lui donner une soulte, puisque je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, soit on construit un hangar pour un agriculteur et c'est la contrepartie pour lui, soit s'il s'agit d'une toiture existante, on lui donne de l'argent, soit sous forme de soulte, soit sous forme de loyer annuel. Et ici, dans le cadre d'une autoconsommation, on pourrait envisager la contrepartie serait qu'on lui paye son électricité. Enfin, et j'en ai presque fini, il y a la possibilité de revendre sur le marché spot. Alors là, le marché spot, qu'est-ce que c'est? C'est la bourse des kilowattheures. Aujourd'hui, dans la pratique, nous n'y sommes pas encore parce que ça crée une contrainte au niveau financier, puisque les banques ne sont pas encore prêtes à nous financer, en tout cas certainement pas sur des durées de 20 ans, à nous financer sans avoir une visibilité à long terme du rachat. Mais enfin, on peut imaginer que d'ici quelques années, ça sera, si ce n'est pas le modèle général, en tout cas, on peut imaginer que ce sera assez répandu. Voilà, pour terminer avec les menaces et les opportunités, on est aujourd'hui dans un contexte qui est très particulier, avec des taux d'intérêt bancaire qui augmentent.
Alors ça a, comme je le disais tout à l'heure, un impact direct, ça dégrade le business plan et donc le TRI, le taux de retour sur un investissement, des investissements qui sont faits, ce qui tendrait à dire, ben, OK, mais il faut qu'on baisse les CAPEX, donc les coûts d'investissement. Simplement, en face de ça, on a l'inflation qui fait qu'au contraire, les coûts d'investissement augmentent. Donc, ça crée une vraie problématique. On peut rajouter aussi les contraintes techniques, des toitures existantes qui ne sont pas toujours dimensionnées pour nous recevoir et des coûts de raccordement, enfin, et un réseau qui n'est pas forcément toujours adapté en fonction de leur monde. On y va. Les fameuses lourdeurs administratives, pardonnez-moi, là, je me fais un peu plaisir, mais c'est un vrai sujet. En ce qui concerne les opportunités, on peut espérer une corrélation entre le tarif réglementé et les prix du marché. Espérons qu'à un moment ou à un autre, on arrive à convaincre les décideurs de corréler ces deux prix puisque finalement, ce que l'on peut constater, c'est que les tarifs de l'électricité sur le marché aujourd'hui, au même titre que l'inflation, et peut-être même plus, ont augmenté. Lorsque nos tarifs réglementés, eux, n'ont pas suivi cette inflation. C'est justement le sujet en débat actuellement. Et enfin, une politique française et européenne qui est incitative, on peut certainement pas le nier. Et nous avons des signes avec les décisions politiques qui sont prises, que ça devrait aller encore plus dans le bon sens, donc tant mieux. Nous avons entre autres, Madame Lepage en a parlé tout à l'heure, une obligation de mettre du solaire photovoltaïque sur des bâtiments neufs ou alors de faire des couvertures végétales. Mais en tout cas, tout ça va dans le bon sens. Voilà, de belles perspectives de toute évidence. Ça va dans le sens de l'histoire que de développer les énergies renouvelables. J'espère vous avoir globalement intéressé et je suis disposé à répondre à vos questions, en tout cas à essayer si vous en avez. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions, Margot? Alors oui, nous avons une première question. Les taux d'intérêt sont à quel niveau? Alors, les taux d'intérêt étaient, il y a encore de ça, à peu près 2 mois, 2-3 mois, on arrivait à avoir, pour être très clair, le dernier financement que nous avons fait, nous étions à 1,55. Certains gros faiseurs pouvaient avoir des conditions bien meilleures encore. Aujourd'hui, si une proposition devait nous être faite, on serait aux alentours, enfin, on serait aux alentours de 3%, ce qui bien évidemment a un impact énorme sur la rentabilité. Nous avons une autre question. Quel type de contrat est pertinent pour des toitures sur des immeubles soumis au statut de la copropriété? Oui, alors c'est un vrai sujet. Déjà, alors le type de contrat, là, par contre, peut-être que Madame Guillaumeau, il vaut mieux que vous répondiez, mais juste si je peux faire une introduction là-dessus. Au-delà du contrat, il y a une vraie problématique à négocier des conditions avec une copropriété et avec une AG qui doit se tenir, avec des copropriétaires qui ne sont pas toujours au fait de ce que l'on offre et qui vont ça, c'est très compliqué à discuter et le temps consacré sur une copropriété, si on le consacre sur d'autres projets, on peut peut-être faire 3 fois plus de projets. Ça répond pas directement à la question. De mon point de vue, je pense qu'un contrat classique en bail emphytéotique, pardon, j'ai bien noté tout à l'heure la proposition du bail civil, j'en rêve parce que c'est un vrai problème de travailler avec les notaires que je salue, qui ont un rôle important, mais néanmoins, en termes de timing, on n'y est pas du tout et ça nous pose une problématique parce qu'en effet, nous avons besoin, en tout cas les banques, jusqu'à ce jour, nous imposent d'avoir un droit réel pour pouvoir hypothéquer la chose et sauf à ce que vous nous proposiez une autre solution, pour le moment, on n'en a pas. Mais peut-être que je vous laisse répondre, Madame Guillaumeau. Oui, non, mais vous avez dit l'essentiel. En fait, la difficulté de la copropriété, de ce que je comprends de la question, c'est que c'est une propriété privée. Il n'y a pas de bailleur social ou ce genre de choses. Dans ce cas-là, vous pouvez opter pour les contrats que j'ai cités donc dans la première partie de la présentation, c'est-à-dire des contrats privés
vous avez le bail civil mais pas de droit réel, ou alors tout ce qui est bail emphytéotique, bail à construction, voire le prêt à usage. Effectivement, le bail emphytéotique, c'est le contrat qui est le plus souvent envisagé parce que, on l'a expliqué, il y a une sécurité, il y a un cadre légal qui rassure à la fois en fait les porteurs de projets et les banques. Et donc dans la pratique, même si nous avocats, c'est vrai que c'est pas forcément le contrat qu'on préfère. En fait, dans la pratique, il faut aussi savoir regarder ce qui se passe et les banques sont frileuses sur d'autres types de contrats que des contrats qui procurent un droit réel aux porteurs de projets. La difficulté de la copropriété, ça va être effectivement de mettre d'accord tout le monde. Ça va pas forcément être, en fait, la spécificité de la copropriété ne change pas grand-chose au type de contrat. C'est plus le fait de mettre d'accord l'ensemble des copropriétaires. C'est plus sur ce point-là qu'il va y avoir des difficultés, mais sur l'aspect juridique, le type de contrat sera le même que si c'était juste une propriété, avec des spécificités bien évidemment, mais je dirais en termes de nature de contrat, il n'y a pas de spécificité particulière. Alors, nous n'avons pas d'autres questions. Très bien. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis au revoir aussi au nom de Madame Lepage qui a dû s'absenter. Merci d'avoir écouté ce webinaire. Vous allez pouvoir le retrouver en replay sur la chaîne YouTube de Hugo Lepage Avocat. Et n'hésitez pas à le partager si ça vous a intéressé. Sachez que vous avez des documents qui se trouvent sur la boîte de dialogue sur votre... en tout cas, moi, c'est sur la droite de mon écran. Vous avez le document sur les aspects juridiques que nous vous avons présentés aujourd'hui. Merci encore, Monsieur Judicelli, pour votre présence et à très bientôt pour la prochaine session de notre webinaire sur le cycle solaire. Merci à tous. Au revoir.